le 11 juillet 2012. J'ai dit au revoir à mes parents, ils m'ont souhaité bon voyage. Après m'avoir donné un peu d'argent, j'ai donc pris le chemin pour commencer mon aventure. Bien entendu, je suis passé d'abord par le Nigeria. Au Nigeria, j'ai connu vraiment un très grand chagrin. Parce que je passe au niveau de Kano, au moment où le Boko Haram fait encore vraiment rage. En ce moment-là, vraiment, il y avait tellement de sanguinaires, à savoir les Touaregs et les Peuls, qui, n'est-ce pas, barraient un certain chemin. Et on est tombé sur un mauvais conseiller qui nous a demandé de prendre la route à une certaine heure de 20 heures, ce qui est informellement interdit de passer à cette heure-là, sur cette route-là. Là, il y avait une fille camerounaise et une fille guinéenne qui étaient avec nous. Bon, on s'est croisés depuis le train à Camaraï au Cameroun. Bon, on a commencé à faire nos chemins ensemble puisqu'elle aussi faisait l'aventure. En étant donc complices, on est donc tombé sur l'embuscade. Ça, c'est d'abord la première des choses parce que j'aimerais citer les points où il faudrait que tout le monde puisse comprendre. On est tombé sur une embuscade des Boko Haram. On appelle les Touaregs mélangés avec les Peuls. Ces deux filles, la camerounaise et la guinéenne, elles ont été violées. Parce que quand on tombe sur les Boko Haram, la voiture fonce devant. Subitement devant nous, on voit le feu traverser. Le chauffeur dit, il faut qu'on rentre, il faut qu'on rentre. Subitement, quand elle veut faire marche arrière, il y a encore le feu, il y a encore un autre feu qui nous coince encore par derrière. Maintenant, on est pris entre deux feux. On ne sait qu'on va faire comment. Le chauffeur dit que bon, il va essayer de foncer sur le feu de devant pour pouvoir continuer. Mais quand il voulait maintenant foncer, voilà maintenant que les gens sont, on a vu les gens sortir de l'ombre. Les gens sont sortis un peu de partout avec des machettes, des fusils. Un silence un peu comme de 5 minutes après, subitement, on a vu la portière s'ouvrir brusquement. Et tout le monde était maintenant, on a mis tout le monde dehors. Les filles paniquaient bien sûr qu'on était les proies seules de l'Afrique centrale. Bon, moi j'ai essayé un peu de les calmer parce qu'elle jubilait un peu gros. Subitement, quand ces gens se sont rendus compte que nous étions de l'Afrique centrale, on ne parlait pas vraiment l'anglais, ils nous ont mis à côté, ils nous ont demandé de mettre à terre téléphone, argent, tout ce qu'on avait de précieux. Nous avons dormi et pendant donc moi, on m'a dormi à côté et les filles aussi à côté. Finalement, on a commencé il y avait une là qui n'avait pas vraiment d'argent. On a d'abord voulu d'abord demander la rançon, la guinéenne. On avait demander la rançon à ses parents. Elle expliquait que ses parents sont pauvres, ils n'ont rien et tout et tout et tout. Subitement, moi, on m'a amené dans leur petit campement. Là-bas, quand ces filles m'ont retrouvé après, elles avaient les habits déchirés. Et c'est à peine avec honte qu'elles m'ont dit qu'elles ont été violées. J'ai dit, mais on vous a violé, ça s'est passé comment qu'on on vous fait des choses par. En plein désert, la voiture aussi nous a aussi laissé là, avec le nombre que nous étions, plus de 20 personnes. Le chauffeur a déclaré carrément que la voiture est en panne. Lui aussi disait qu'il a perdu la route. Il n'arrivait plus, mais il dit, c'est pas possible. En plein désert, vous nous laissez, maintenant vous voulez dire quoi? Et le chauffeur disait que non, lui il va retourner. Il dit que mais si vous voulez retourne avec nous tous. Vous ne pouvez pas nous laisser ici en plein désert. Il y avait les filles, il y avait quelques jeunes garçons, tout le monde, et même de l'eau, on n'avait pas presque de l'eau. Les gars avaient les petites bouteilles de jus et tout ça. Il a insisté qu'on doit sortir la voiture, qu'il va arranger la voiture, il va voir ce qu'il peut faire. On est sorti la voiture. Il a ouvert le capot. Il a essayé de regarder. Après, il nous a demandé comme la voiture était dans le sable, il nous a demandé de pousser. J'ai d'abord eu un plan que si on pousse la voiture, il peut démarrer comme ça et partir. J'ai donc dit que bon, mettons les filles dedans, parce que si la voiture commence à démarrer, les filles ne pourront pas courir pour aller retrouver là. Donc il faut qu'on mette les filles dedans. Peut-être avec un garçon, le chauffeur a barré. Il a dit jamais. La voiture va peser, il y a le sable et tout ça. C'est donc comme ça donc on a poussé la voiture. Dès qu'on a pu soulever la voiture du sable, il est sorti et il est parti, nous a laissé là en plein désert. On a marché, on pensait qu'il nous attendait plus loin.
C'est après qu'on avait fait un trajet comme de 5 à 7 km qu'on s'est rendu compte qu'on était abandonné en plein désert. Imaginez-vous, le désert c'est comme la mer. Tu vas aller où tu ne connais, il n'y a aucun guide. Personne n'a jamais fait le désert. C'est un peu comme si c'est comme vous lâchez en plein milieu de la mer, sans bateau, sans rien. Les vivres même, on savait qu'on passait une fois, on arrivait à la première ville d'Algérie, où on pouvait se renouveler les forces. Mais on était là, tu as même de l'argent, tu vas faire quoi avec? Tu ne peux rien payer en plein désert. L'eau même, il n'y avait presque pas. Quand on a essayé de rassembler nos peu de choses qu'on avait, on n'avait que quelque chose comme 5 litres d'eau avec quelques bouteilles de jus. Les filles étaient tous démoralisées, on essayait de leur montrer le moral. Tout le moment qu'on marchait, il y avait des endroits où on traversait, il y avait les corps, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui est couché. Lui aussi a eu la même chose comme nous. Il était couché, son sac à côté, mais il est mort. Son visage déformé, donc il était carrément fini, mort totalement. On ne pouvait plus savoir c'est quelle nationalité. S'enfouillant son sac, on pouvait voir quelques photos, mais il n'y avait pas d'identité. On a rencontré comme ça plus d'une quinzaine d'endroits où il y avait on avait les formes de cercueils. On avait enterré des personnes. Le nombre total de jours qu'on a fait au désert était de 7 jours. Parce qu'on est quitté, on a laissé au désert un lundi vers les 22 h. On est arrivé à la première, vers un goudron vers mardi, tout le matin vers 3 h. Et comment on est arrivé, on a été sauvé comment? On a vu un monsieur qui était dans le chameau. C'est le monsieur qui nous a dit que bon, allez comme ça, il a parlé Nishan. Il dit allez comme ça, tout droit, tout droit, tout droit. Suivez seulement cette direction, tout droit, ne partez pas à gauche ni à droite. Quand il nous a dit comme ça, c'est là qu'on a quand même pris l'effort parce qu'il nous avait donné un peu de l'eau. On a bu de l'eau. C'était terrible. Dans le désert, il y a le froid, il y a le vent. Là, ça c'est dans la nuit. Et le matin, vers 3 h, le soleil qui a déjà, c'est déjà comme si c'est que ça va vous brûler. Vous enlevez les clicots, vous commencez à le corps commence à s'y gratter. C'est-à-dire, vous coulez, vous avez les mirages, vous avez les vertiges, tout ça, c'est sur vous. Il y a beaucoup qui étaient presque à bout, les autres commençaient à vouloir délirer. C'est-à-dire, il y avait les garçons qui commençaient à parler seuls. Chacun commençait à regretter pourquoi ils sont sortis du pays. Mais ce n'était pas le moment. Il fallait arriver. Parce que plus tu te plains, plus tu dépenses même ton énergie. Alors autant mieux continuer à marcher. C'est donc comme ça, par la grâce de Dieu, avec l'indication de cet homme, on a pu arriver à la première piste. Là déjà, les militaires nous avaient repérés. On nous a demandé nos papiers. On a dit vraiment, tout ça était dans le désert. Et la mort même se laissait dans nos yeux. La fatigue, tout ça. Dès qu'eux-mêmes nous ont vu comme ça, là, ils ont dit que continuez. Parce qu'ils ont demandé que vous partez où? On dit que non, on veut même partir en Europe. Ils ont dit que bon, continuez, allez-y. C'est donc comme ça, donc, on a pris un clando. Il nous a laissé dans la première ville, Tamaracet. Tamaracet, il y a les ghettos. C'est là que plusieurs sont d'abord restés. Bon, moi j'ai décidé, j'ai fait une semaine. J'ai décidé maintenant de continuer la route. Je suis parti vers Oran, je suis parti, j'ai lancé directement vers Magnia, qui était aussi un peu difficile. Bon, après là, il fallait maintenant prendre un guide pour nous amener jusqu'à Oujda. Oujda qui est la première ville limitrophe avec l'Algérie. On a pris un guide. Et quand vous prenez le guide, vous traversez deux affrontements. L'affrontement militaire algérienne qui protège ses frontières. Quand vous avez fini de traverser l'affrontement militaire algérien, vous tombez dans un terrain neutre. Là, quand même, vous pouvez souffler. Après, maintenant, vous devez encore traverser maintenant l'affrontement des militaires marocains. Et c'est pas facile. Parce qu'il y a les radars, il y a tout ça qui vous... Les lampadaires, il y a les caméras, tout cela qui vous regarde. Et quand on vous arrête, vous avez les grandes chances. C'est avec peu de chances que vous pouvez vous en sortir parce qu'ils peuvent vous tuer. Parce qu'ils ont des fusils, ils sont armés avec des chiens et tout ça. Ils vous tuent, ils vont donner des faux motifs, que vous êtes des kamikazes, que vous êtes des terroristes, que vous êtes, on peut tout vous donner de nom. Alors, il faut vraiment, c'est comme une formation militaire. Il faut partir à cache-cache.
Même les filles, tout le monde, il n'y a plus de différenciation de sexe, tout le monde, il y a une même personne. Parce que pour un seul objectif. On a pu arriver, on a pu traverser dans tout ceci miraculeusement. On a pu arriver jusqu'à arriver à Oujda. À Oujda, maintenant, j'ai décidé donc de partir affronter mon destin à Nador. Quand j'arrive donc maintenant à Nador, où je fais une semaine, déjà, mes moyens étaient finis. Certaines personnes, quand les moyens finissent, ils appellent les parents pour qu'ils envoient de l'argent. Mais c'était tellement difficile pour que ça puisse même nous parvenir. C'était très difficile. Alors, qu'est-ce que les gars font? On est obligé de mendier. Il n'y a pas d'argent. On part au marché, on mendie. On essaie de faire l'aumône. Et quand les militaires, ils sont en civil, tu ne peux pas savoir qui est qui. Ils te prennent, ils t'amènent derrière pour que la foule ne puisse pas vous voir. Ils vous amènent derrière, ils vous tapent, ils vous tapent, ils vous boxent, ils vous boxent. Ils ne vous refoulent pas. Dès qu'ils vous tapent comme ça là, ils vous lâchent. Tu rentres dans la forêt et tu rentres dans le campement des immigrés avec des bosses, des blessures partout à la recherche seulement de la nourriture. Et à la forêt où vous dormez, ce n'est pas de maison. C'est-à-dire que vous dormez miraculeusement si vous avez un drap comme ça. Tu prends ça, tu te couches en pleine clair de lune. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui te protège. Tu te couches à main le sol. Il y a les arbres partout, la pluie, le froid et c'est l'hiver. Donc il y a des gens qui ont attrapé la maladie des poumons. Ça veut dire que l'eau est tellement ancrée dans le poumon où les gens ont gonflé. Il y a d'autres qui sont morts. Alors ce qui fait donc que la loi dans la forêt, c'est quoi? Les militaires, sachant donc qu'à la forêt, il y a des immigrés. Ils viennent donc à 4 heures du matin, après la grande prière, ils viennent à 4 heures du matin pour pouvoir faire le pillage en forêt. C'est comme ça donc que de nuit, on était toujours à l'assaut. C'est-à-dire qu'on courait de ça et là parce que les militaires nous chassaient, nous couraient par-dessus. Quand ils voient ta couverture, ils brûlent. Ils voient la marmite vous préparez, ils brûlent. Ils voient les petites choses qui sont très utiles pour pouvoir un peu survivre. Ils gaspillent, ils brûlent. D'autres ils jettent, ils froissent, irrécupérables. C'est donc comme ça donc un matin, mes amis me disent que Pascal, il faudrait que tu puisses aller au marché parce que je n'étais pas encore parti au marché. Il me disait que Pascal, il faudrait que tu puisses partir au marché. Tu vois, il y a les femmes ici qui sont enceintes. Je rappelle encore qu'en forêt, c'est moi qui m'occupais des filles qui sont enceintes. Il y avait 2 garçons qui m'aidaient aussi. Les filles, il y a les Maliennes, les Sénégalaises, les Camerounaises. Ils sont un peu nombreux. Les filles qui sont enceintes. Il y a même beaucoup qui sont morts. Pourquoi? Parce que quand les militaires montent, les filles qui ne peuvent pas bien courir, on les frappe les armes au ventre. J'ai vu plusieurs mourir comme ça. C'est-à-dire qu'on les frappe les armes. Tu dis, Seigneur, et toi le garçon, quand tu vois ça, si tu as les remords, tu viens pour aider. C'est vrai que tu sais que tu vas être battu, mais tu ne veux pas voir ta soeur parce que c'est ta soeur. Tu ne veux pas voir ta soeur mourir. Mais quand tu viens pour la voir, tu te rends compte qu'elle est en train de saigner tout ça. C'est l'enfer, c'est tellement atroce. Alors, il y a plusieurs filles qui sont mortes comme ça. Parce qu'elles ne pouvaient plus. Elles ne pouvaient pas. La douleur était tellement forte. Et elles saignaient à l'intérieur. C'est donc comme ça donc, que le matin, je me lève donc pour aller au marché, pour aller payer les garnitures des filles avec les choses des filles. Je m'en vais au marché avec 4 jeunes garçons. Parce que quand vous regardez, vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'a rendu comme ça et tout ça. Quand je descends une colline qui doit me séparer avec la forêt, je tombe maintenant sur une embuscade des militaires. Quand je tombe sur leur embuscade, les jeunes qui étaient avec moi commencent à fuir. Déjà, il y avait quelque chose comme 5 militaires qui les suivaient. Moi, je ne pouvais pas courir parce que déjà, j'avais tellement le froid. On dort en pleine lune. Il n'y a pas de sécurité. Donc, j'avais déjà attrapé tellement de froid. Donc, je me suis dit que ces militaires, ils vont m'arrêter. Ils vont simplement me refouler. Mais à ma grande surprise, quand je causais avec un militaire en face de moi, il y a l'un qui était derrière moi. J'ai entendu un violent coup
sur mon front, il y a une cicatrice quelque part ici. C'est là où la pierre m'a d'abord frappé en premier. Là, directement, je suis tombé. J'ai failli perdre connaissance. Quand je tombe comme ça, je ne me relevais pas. Je me posais des questions dans ma tête, mais pourquoi on me frappe? Là maintenant, il y a 2 personnes qui m'ont arrêté le bras. 2 militaires, ils me relèvent. Commençant de les gifles. Déjà, le sang coulait dans mon œil. Je ne parvenais pas à bien ouvrir les yeux. Et je protégeais beaucoup l'œil droit. Mais quand je voulais toucher ma tête du côté gauche, ça faisait très mal. Donc le sang parvenait à ancrer dans l'œil. Jusqu'à présent, je ne vois vraiment presque pas du côté gauche. Alors dès qu'ils m'ont pris comme ça, ils m'ont amené. Directement quand je regarde, je me rends compte qu'il y a aussi 4 garçons qu'on a aussi arrêtés qui étaient là. Et quand je regardais bien, je vois mon ami, mon meilleur ami de la forêt qui est aussi là. Je dis mais c'est pas possible. On a vraiment balayé toute la forêt là ou quoi? Maintenant on était donc à 5. Quand maintenant on s'avance, mon œil voyait à peine. J'ai même su que c'était mon ami parce qu'il m'a appelé, il me dit Pascal, qui t'a fait ça? C'est là que je le regarde, je vois que c'est mon ami. Maintenant, on nous amène donc à côté d'un ravin. C'est-à-dire le ravin, parce que après l'accident, quand les médecins sont venus dans le lieu, ils ont vu 18 mètres. Donc ils sont dans un ravin de 18 mètres. Quand j'ouvre les yeux parce que je sens devant moi un vent qui passait. Maintenant, j'ouvre les yeux, je vois tout un ravin profond. Et en bas, il y a des pierres. Je regarde, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends, je voulais devenir fou, mais je dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Pendant maintenant que je suis en train de bourdonner, les 2 messieurs qui m'arrêtaient, c'est là maintenant que je vois comment on est en train de pousser un. On a poussé un premier, il est tombé raide mort, c'est-à-dire sa tête a carrément explosé. Sa tête a explosé. Je n'arrivais pas à y croire. Mon ami a commencé à paniquer. Moi-même, j'étais déjà en sang à moi. C'est-à-dire, je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est quel cauchemar que je suis. Et tous les gars qui étaient là, ce sont des gars avec qui on était liés en forêt. C'est vrai que mon meilleur ami était près de moi. Il y a un deuxième aussi que on poussait tout un chacun. Sur 5 personnes, il n'y a que 2 survivants. Parce que quand on a poussé l'autre, il est tombé. C'est-à-dire quand tu tombes avec tout, si tu es costaud, quand tu tombes avec tout ce poids-là, quand tu tombes déjà, tu ne te lèves pas d'aussitôt. Donc quand tu tombes, les militaires viennent là, ils disent ça et ça et. Donc ils disent que non, il est mort. Ils reviennent encore et poussent l'autre. Donc on pousse l'autre, tu vois comment ta part arrive. Tu commences à faire ta prière. J'ai pensé à toute ma famille que je laisse au Cameroun. J'ai une fille, elle a 4 ans. J'ai pensé à elle à l'heure. J'ai dit, Seigneur, ma fille va voir, elle sera orpheline de père étant si jeune. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je faisais que prier, les larmes coulaient, le sang coulait parce que le sang aussi était là. Je coulais à l'intérieur de moi. Quand j'ai vu comment on a pris mon ami, on a poussé. Mon ami, quand on l'a poussé, quand j'ai guetté, j'ai vu comment son corps a roulé. J'ai vraiment senti que non, Seigneur, il va mourir. Et effectivement, il est mort. Comment s'appelle ton ami? Jean-Claude. Jean-Claude, c'est un petit. Et son corps est rentré au Cameroun, son corps encore en Brousse? Son corps n'est pas rentré au Cameroun. Tous ceux qui sont morts, quand on tombe comme ça, après un moment, ils viennent vous regarder. Ceux qui ne sont pas morts, on vous laisse là. Mais ceux qui sont morts, parfois on peut jeter vos corps dans la mer. Parfois on peut enterrer dans un terrain inconnu. Donc, il y a les familles qui sont au Cameroun qui ne connaissent pas que leurs enfants sont morts. Mais pourtant ils sont morts. Eux, ils savent que les enfants vivent. C'est tellement douloureux. Quand je parle, je raconte ça, je pense ça. C'est comme si je revivais ça, quoi. Quand mon tour est arrivé, quand on m'a poussé, ça a même que je me suis rendu compte que j'étais au vent. Parce que au moment où on me pousse, j'ai seulement eu le temps de crier Seigneur. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que j'étais en plein air.
directement, il m'est venu en idée de garder l'équilibre, c'est-à-dire que de mettre ma main haut. C'est-à-dire, je ne sais pas. Parce que c'est dit que c'est de mes propres efforts. Je ne sais pas. Subitement, j'ai entendu comment je suis tombé. Quand je suis tombé avec tout mon... Maintenant, je suis cru, même si j'étais un peu plus costaud. Je suis tombé très violemment. Moi-même, j'ai entendu un gros bruit parce que mon pied directement s'est fracturé. Et ma tête encore frappe, ma tête du côté gauche a encore frappé le sol du côté gauche. Là, j'ai dû rester quelque chose comme 3 minutes. C'est-à-dire, je bagarrais entre la vie et la mort. C'est-à-dire, je ne voulais pas mourir. J'avais dans ma tête que Pascal, réveille-toi. J'avais une voix qui me parlait comme ça dans ma tête. Alors, dès que j'ai fait l'effort, j'ai relevé ma tête. C'est-à-dire, mon corps, c'est comme si une partie de mon corps voulait sortir de moi. C'est comme si en même temps, ça revenait. C'est comme si ça sortait. C'est-à-dire, des choses me passaient à travers. J'ai regardé à côté de moi, un peu plus loin, je voyais mon ami déformé, c'est-à-dire que la main, tout ça, vous voyez un peu ça. Il était mort carrément. Il y avait un à côté, c'était un Ivoirien. Lui, il avait ses deux jambes étaient cassées. Il criait presque en agonie à côté. C'était sa seule voix que j'entendais, mais tous les 3 autres n'entendaient aucune voix. Quand j'ai eu seulement le temps de lever la tête en haut pour voir, je voulais voir la hauteur où je suis tombé. Il n'y a plus personne en haut. Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? J'ai commencé à crier. Au secours, au secours, au secours. Personne. Et moi, je savais qu'il n'y avait personne là. Parce que la forêt où j'avais les camarades, ils étaient très loin. Alors j'ai commencé à bouger mes membres pour voir quels membres pouvaient encore vivre. C'est là donc que quand je bougeais, à la fin, quand il vient pour bouger le pied gauche, je me rends donc compte que c'est vraiment en sang. Et j'avais une chaussure de sécurité. Et pour l'enlever, parce qu'il fallait enlever ça, parce que mon pied avait carrément tourné. Et cette chaussure la faisait encore tellement si mal. Donc il fallait d'abord enlever la chaussure de sécurité qui était tellement difficile à enlever. J'ai réussi à l'enlever. Je ne pouvais pas, là déjà, je vous assure, j'étais acclimatisé, je pouvais être je peux dire qu'il était fou. Mais je voulais garder un moral. C'est là maintenant que mon ami, l'Ivoirien m'a dit, gars, ça va? J'ai dit, mon frère, tu vis? Il m'a dit, gars, ça va. Mais mes pieds là, je ne sens pas mes jambes, J'ai dit, bon, attends, reste là. Maintenant, j'ai donc dit que bon, comme je ne peux pas me lever, peut-être qu'après 5 minutes, j'étais vraiment dans le choc, fatigué, tout ça, comme vous pouvez imaginer. Mais il fallait que je puisse faire preuve de courage. Sinon, rester là, on allait mourir parce qu'on perdait énormément de sang. Alors j'ai donc commencé à ramper avec les mains. Il y a une cicatrice qui s'est effacée là. J'ai donc commencé à ramper avec les mains. Ramper, peut-être 7 mètres. C'est là que j'ai crié au secours, au secours. Quand je crie au secours comme ça, c'est là maintenant qu'à distance, je vois une ombre noire. Il dit, mais ça doit être peut-être le chef des militaires, parce qu'on disait que le chef militaire, il avait toujours le costume. Je le crie donc maintenant, au secours, il vient. Quand il vient, il me dit, camarade, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que, mais toi, tu dis qu'est-ce qu'il y a? Tu vois comment nous sommes comme ça, tu dis, camarade, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bon, attends, il repart. 45 minutes. Quelque chose comme ça. J'ai dit, mais c'est pas possible, on va mourir comme ça ou quoi? Je regarde mon ami derrière. Lui aussi, il est là-bas. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai crié encore, au secours, au secours. Et au fur et à mesure que je faisais des efforts, c'est comme ça que je perdais mes forces. Parce que je sentais mes forces m'abandonner. Au secours, au secours. Il revient. Il dit, camarade, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que, mais, monsieur, nous sommes en train de mourir. Maintenant, j'ai donc dit que, d'accord. Et maintenant, on tapait sec. J'ai dit que si je meurs, où est-ce que je suis là, mon sang va retomber sur toi. Voilà mon ami et moi, nous sommes en train de mourir. Si nous mourons là, notre sang va retomber sur toi parce que tu nous as vus. Nous ne sommes pas morts. Mais on est en train de crier au secours, tu nous regardes. Si nous mourons là maintenant, notre sang tombe sur toi. C'est là donc il a dit que bon, attendez, il va appeler l'ambulance. Il appelle l'ambulance devant moi.
l'ambulance de l'hôpital Hassani de Nador. Quand il a appelé l'ambulance, là maintenant, je ne sais pas combien de temps ça a fait parce que, je commençais à avoir les vertiges, je commençais à avoir froid, mon corps devenait blanc, j'avais envie de dormir. Et ça, tous ces 4 symptômes, c'est la mort qui est en train d'arriver. J'ai dit, non Seigneur, je ne peux pas mourir, je ne peux pas mourir. J'étais traumatisé, je ne voulais même pas regarder le corps de mon meilleur ami parce que ça allait encore me piquer des crises. Là maintenant, j'ai fini par dormir. Je me suis réveillé quand j'ai senti comment on m'avait soulevé avec une chaise. J'ai guetté à côté, j'ai vu comment on partait aussi porter mon ami, l'Ivoirien. On s'est retrouvé à l'hôpital. Directement, on a d'abord régressé, d'abord le pied. On a fait on a cousu. Directement, on a aussi, parce que directement le médecin m'a dit que sûrement tu as la fracture de l'orbite parce que mon œil s'était carrément fermé et la mâchoire, du côté gauche du visage c'était tellement enflé. On a amené mon ami dans la salle de réveil, quelque chose comme ça, parce qu'il s'était évanoui. À la salle de réanimation. On a mis la salle de réanimation. Moi, on m'a amené directement dans le bloc, mais le bloc était tellement saturé, donc mon opération a été renvoyée à 2 jours. Cet incident s'est produit le 5 février 2013. Donc, mon opération de la cheville, pas du visage, de la cheville s'est reportée à 2 jours, à savoir le 7. Quand je suis donc arrivé dans la salle où je devais me coucher, les médecins ont appelé MSF, Médecine sans frontières. Médecine sans frontières est venue rapidement, ils m'ont regardé, ils m'ont demandé ce qui s'est passé, je les ai un peu raconté. Ils étaient aussi tellement choqués. Ce sont eux qui s'en chargent des soins des immigrés, tout en se conservant de ne pas trop faire semblant de la haine contre ces militaires, parce que même à l'hôpital, il y a tellement du racisme, c'est-à-dire que les Noirs passent après les Blancs, après la peau blanche, ça veut dire que vous les Noirs, vous êtes traités après, c'est-à-dire que si ton cas même est tellement lourd, si MSF n'est pas là pour mettre la pression, je t'assure, c'est la mort.